La nuit du faune, de Romain Lucaso, lu par Nicolas Matisse. Elle s'était attendue à l'arrivée d'un voyageur de l'espace. Guerrier, pillard à la recherche de trésors et d'anciennes technologies, vandale mal élevé qui viendrait mettre à mal son séjour solitaire et salir ses tapis. Jamais elle ne s'était formulé l'idée qu'elle passerait tant de temps ici, qu'en fin de compte, elle serait dérangée par un animal à la vie fugitive, le représentant d'une espèce assez sophistiquée pour parler, mais apparu si longtemps après sa propre prise de quartier. La dernière fois qu'elle s'était vraiment intéressée au monde, au point de souhaiter y faire une excursion, l'océan commençait à peine à refroidir, et on ne trouvait sur la vieille planète rien de plus complexe qu'un limule. Et voilà que ce grand chose prenait le goûter à sa table. Et d'abord, pourquoi s'intéressait-il à elle? Depuis la nuit des temps, mes ancêtres observent le cristal au sommet de la haute montagne, voient comme il brille au soleil, ténu, mais visible, et considèrent ce spectacle comme un prodige. C'est édifice? Le coupa-t-elle en riant. En fait, toute la montagne a été bâtie depuis bien avant ce que vous considérez comme la nuit des temps. Cela n'a rien de magique, et ce n'est pas non plus un objet naturel. Il s'agit d'une construction. Le temps n'a presque pas prise sur elle. Elle n'a pas changé, tandis que bien des terres ont eu le temps de s'élever et de redescendre, victimes de l'érosion et de la dérive des continents. Elle vit à ses yeux vitreux qu'elle l'avait perdue. Elle continua néanmoins d'un ton professoral. Donc je suis ici depuis longtemps et pour longtemps. Et vous? Quelle urgence y avait-il à interrompre le cours de votre vie et ma lecture de l'après-midi? Une légende ancienne de mon peuple prétend que celui qui saurait s'élever jusqu'à la demeure divine disposerait d'une connaissance divine et d'un grand pouvoir. J'ai pris bien des risques pour arriver jusqu'ici. J'ai d'abord descendu le grand fleuve furieux qui borde mon pays et qui nous sépare de nos ennemis. J'ai failli plus d'une fois mourir, car ils n'hésitent pas à nous viser de leurs sarbacanes aux dards empoisonnés. J'ai navigué ainsi jusqu'à la grande mer qui s'étend d'un horizon à l'autre du monde et qu'emplissent maints monstres terrifiants. J'en ai même combattu un, avec ma lance, et il est vaincu. J'ai mangé sa chair salée, bu son sang âcre, et cela m'a permis de survivre lors de ma traversée. J'ai été fait prisonnier plus d'une fois par des peuples dont je ne parle pas la langue, et dont j'ignorais tout. Mais je n'ai cessé d'avancer pendant toutes ces années, et j'ai cheminé au plus profond de l'impénétrable jungle qui entoure ces lieux, formant comme une mer dense autour de la montagne. J'ai cru quitter le monde des vivants en la traversant, car sous la futaie, la chaleur fait suffoquer, et la lumière du jour n'éclaire pas le sol. Dans l'ombre épaisse, j'ai été témoin de spectacles étranges. Des insectes grands comme des maisons, si vastes qu'ils ne me considéraient pas même comme une proie et qui marchaient en file jusqu'à l'horizon. Des bêtes volantes dénuées de poils ou de plumes, mais munies de crocs formidables, de multiples yeux à facettes, et qui manquèrent plusieurs fois de m'engloutir d'un coup. Des plantes dotées d'un regard, quoique dépourvues de visage, capables de se tourner au passage du voyageur imprudent, avides de le happer pour le digérer entre leurs lianes empoisonnées. Il continua ainsi, et Astrée l'écouta, fascinée du plaisir enfantin que procure une belle histoire. Sans qu'elle s'en doute, un monde s'était formé, au dehors, avec ses dangers et ses merveilles qui déjà permettaient l'exotisme et la poésie, l'aventure et l'exploit. Cette lente évolution l'avait surprise, occupée qu'elle était à perdre le compte des jours et des millions d'années, à ignorer la ronde, plus lente encore que sa propre vie, des phénomènes cosmiques. L'époque lointaine où elle avait formé le projet de perdurer ainsi, elle ne s'en souvenait que par intermittence, comme de biais, le récit d'une histoire à moitié oubliée qui serait arrivée à quelqu'un d'autre. Les formidables mémoires de la machine, sous l'humus délicat et l'herbe frivole qui couvrait le toit de sa montagne, auraient pu la lui restituer. Mais elle savait sa condition peu propice à ses retrouvailles avec son passé. Elle, survivante d'une époque autre, glacée par la mathématique et la science, une époque de matière et d'énergie, de technique et de causalité, chose qui avait fait perdre toute saveur à l'existence.